Bruno Fuligny, bonsoir. Vous êtes historien et vous publiez L'art de retourner sa veste, de l'inconstance en politique. C'est aux éditions de la librairie Vuibert. Alors on se rend compte en lisant votre livre que ça a toujours existé, le fait de retourner sa veste, et que surtout, ça concerne les plus grands hommes. Il y a un index à la fin de votre livre. Il y a Churchill, il y a Victor Hugo, donc tous les grands hommes, enfin beaucoup de grands hommes et de tous les bords. On retourne sa veste. Bien sûr, parce qu'au fond, c'est l'histoire qui se fait. Et il est très rare qu'un individu, dans l'histoire, ça s'est trouvé, mais c'est plutôt l'exception, reste dans la même famille politique, sur les mêmes options politiques. On assiste plutôt à des évolutions, heureuses ou malheureuses, avec des motivations qui peuvent être honorables ou beaucoup moins honorables. Et finalement, les gens qui vont s'imposer dans les mémoires, ce sont d'abord ceux qui ont survécu. Et pour survivre, pour franchir un certain nombre d'obstacles, pour résister au flux de l'histoire et à ses accidents, eh bien, il faut parfois se montrer habile, et c'est ce qu'ont fait beaucoup de ces personnages. Victor Hugo, qui dit, au fond, c'est normal qu'on change d'avis, puisque les faits vous amènent à modifier votre réflexion. Victor Hugo, dont vous rappelez que ça a été une énorme girouette, quoi. Il a commencé à droite, bien à droite, monarchiste, et il a terminé... quasiment socialiste. Voilà. C'est-à-dire que Victor Hugo, bien sûr, dans la mémoire, c'est l'homme des Misérables. C'est l'homme des Misérables, c'est l'homme qui a incarné la République en exil contre Napoléon le Petit, et qui, lorsqu'il revient, va incarner cette République renaissante. C'est le poète sénateur barbu de la fin. Mais tout cela ne doit pas faire oublier que le jeune Victor Hugo, c'est l'enfant chéri de la monarchie. Et donc, effectivement, il a une pension du roi. Et à un moment, il va évoluer vers le bonapartisme, puis il va se rallier à Louis-Philippe, l'un des fils de Louis-Philippe s'entiche de Victor Hugo, et alors que Louis-Philippe est plutôt méfiant, va lui obtenir des pensions, il va entrer à l'Académie française, il va être nommé à la Chambre des Pairs, qui est l'équivalent français de la Chambre des Lords, d'une chambre aristocratique, alors qu'il est juste le fils d'un comte d'Empire dont le titre n'est même pas vraiment héréditaire. Bon, donc c'est une énorme faveur qui lui est faite. Et la patatras, 1848, c'est la Révolution, le suffrage universel, la République, et il va mettre du temps avant de se sentir lui-même républicain. Alors, donc, Victor Hugo dit que ce sont les faits qui l'ont amené à changer d'avis. En fait, ça rejoint la célèbre phrase aussi d'une autre grande girouette, Edgar Faure, qui dit « Ce ne sont pas les girouettes qui tournent, c'est le vent ». Voilà. Certes. Mais dans le cas de Victor Hugo, il y a aussi quelque chose qui s'appelle la conscience. Et il y a une très belle phrase de Victor Hugo où il oppose les motivations viles, je dirais. C'est ce que j'allais vous dire. Voilà. Il dit « Ce qui est honteux, c'est de changer d'opinion pour son intérêt ». Bruno Fuligny, est-ce que vous rangeriez dans cette case des gens qui changent d'opinion pour leur intérêt Pierre Laval, dont vous dites dans le livre que l'appétit du pouvoir a même effrayé le maréchal Pétain, qu'il a congédié en décembre 40, tant il avait l'air âpre au pouvoir. Oui, l'âpreté est vraiment un des traits de Pierre Laval. Il faut bien se rendre compte que le Pierre Laval de 1940, celui qui organise le vote des pleins pouvoirs au maréchal Pétain, et donc qui installe l'État français. Et qui retire aux Juifs le droit de devenir fonctionnaire, etc. Hein, voilà. Eh bien, ce Pierre Laval-là, qui est vraiment l'incarnation de la collaboration, c'est un homme qui vient de l'extrême gauche. Il a commencé sa carrière, son premier mandat, il siège à l'extrême gauche de l'hémicycle, il siège dans le même groupe que Jean Jaurès, et plus à gauche que Jean Jaurès, il est le plus jeune député socialiste de France. Et puis il va évoluer. Vous oubliez, vous racontez, dans son gouvernement de 1931, il y a, pour la première fois, un noir, le Sénégalais Blaise Diagne. Donc il n'était pas du tout raciste. Il n'est pas raciste, il n'est pas antisémite, contrairement à d'autres qui vont arriver à la collaboration parce qu'ils veulent créer un système de type fasciste en France. Lui, c'est un pur produit du petit milieu, du petit monde parlementaire. Il est venu de l'extrême gauche, il a ensuite évolué vers le centre, derrière Briand, et puis il arrive là. Le seul point commun, c'est que c'est quelqu'un qui n'est pas très patriote. À l'extrême gauche, il était internationaliste, il voulait déjà négocier la paix avec l'Allemagne après 1914. Dans les années 20, alors là, évidemment, c'est la période de rapprochement franco-allemand, de politique de paix, le briandisme. Bon, là, il est tout à fait à son aise. Et en fait, c'est ce pacifisme qui va complètement se dévoyer dans la politique de collaboration. Voilà. Et à la fin de la guerre, on voudra le fusiller, même si c'est à moitié suicidé. Donc vous dites que c'est un Laval à moitié mort qu'on fusille. Oui, il est plus mort que vif quand on le fusille, mais il fallait le fusiller politiquement pour montrer que c'était la collaboration qu'on exécutait. Et Wells a dit, si le diable avait une âme, elle s'appellerait Laval.
Bon. Girouette. Il y a les girouettes, les girouettes vénales, non, d'abord. Celles qui agissent pour l'argent. Est-ce que vous rangeriez dans cette case Mirabeau, qui avait accepté de l'argent, on l'apprend, de Louis XVI, mais dont vous dites, Mirabeau aurait dit à la fin de sa vie, je suis payé, mais je ne suis pas vendu. Oui, c'est assez subtil comme raisonnement. Effectivement, il a touché de l'argent, mais il n'en aurait fait qu'à sa tête. De la part de Louis XVI. Voilà, on trouve des raisonnements un petit peu analogues chez Talleyrand. C'est-à-dire que Mirabeau a vraiment mené sa propre politique. C'est un personnage très difficile à comprendre. Il vient de la noblesse, mais il est en rupture avec la noblesse pour toutes sortes d'aventures qui seraient vraiment trop longues à détailler. Il a même été condamné à mort et exécuté en effigie. Il est alors en exil à l'étranger. Et puis la Révolution va lui permettre de revenir. Mais attention, pas comme élu de la noblesse. Il s'est installé marchand de draps pour pouvoir être élu par la bourgeoisie. Et c'est donc un aristocrate passé du côté de la bourgeoisie qui va être l'acteur premier de cette révolution et du passage des États généraux, là on est encore dans le cadre de la monarchie, à quelque chose de nouveau où le peuple souverain s'adresse aux représentants du roi et lui oppose la souveraineté de la nation. Là c'est quelque chose de complètement nouveau et il fallait un individu aussi complexe et ayant cette éducation noble, je pense, de Mirabeau pour aboutir à ce résultat incroyable. Le problème, c'est que ce Mirabeau, qui est en fait à un modèle inspiré de l'Angleterre ou des Pays-Bas, une monarchie constitutionnelle, va essayer de, comment dirais-je, de concilier un petit peu les tendances. Et Louis XVI, à un moment, oui, lui envoie des émissaires, le paye. Ça, les révolutionnaires l'ignorent. Mirabeau a eu la bonne idée de mourir relativement jeune, donc d'ailleurs on le porte au Panthéon. Il meurt voilà, comme un grand révolutionnaire, etc. C'est pour lui que le Panthéon est affecté à la mémoire des grands hommes. Et puis après, il y a cette histoire de l'armoire de fer. On découvre une correspondance secrète de Louis XVI qui ne laisse aucun doute sur les fonds qui ont été octroyés à Mirabeau pour un petit peu ralentir cette révolution. Et donc on le sort du Panthéon, on le fustige, et d'ailleurs on va même se débarrasser de sa dépouille. Aujourd'hui, on ne sait pas ce que sont devenus les restes mortels de Mirabeau. Alors, en matière de retourner sa veste, on ne peut pas terminer, enfin, on ne peut pas parler du plus grand maître absolu de retourner sa veste, c'est évidemment Talleyrand. Vous commencez d'ailleurs votre livre par cette phrase de Talleyrand qui est exceptionnelle, je l'ai découvert. Les rois changent de ministre, j'ai changé de roi. Parce que alors, Talleyrand, il a mangé à tous les râteliers, pardonnez-moi l'expression. Alors, il faut dire que Talleyrand, qui a mérité 12 girouettes dans le dictionnaire des girouettes qui est publié après la chute de Napoléon, donc c'est le summum, a quand même traversé une période extraordinaire, puisqu'en un quart de siècle, on n'arrête pas de changer de régime. Avec Louis XVI. Alors, c'est d'abord la monarchie absolue, puis la monarchie constitutionnelle, puis la République, consulat, directoire, empire, chute de l'empire avec la Restauration. À chaque fois, il est au pouvoir. Et puis retour de Napoléon pendant les 100 jours, puis une deuxième restauration. Il y aura après 1830 une nouvelle monarchie constitutionnelle avec Louis-Philippe. Et de nouveau, le vieux Talleyrand est là. Cette fois-ci, il est nommé ambassadeur. C'est parce qu'il est superbement intelligent qu'il arrive à servir tous ses maîtres, aussi différents soient-ils. Alors d'abord, il ne sert pas des maîtres. C'est-à-dire qu'il sert différents régimes, mais il a laissé quelques textes ou quelques phrases intéressantes là-dessus. Lui considère qu'il mène sa politique. Il se considère comme une puissance qui vient au secours du pouvoir et qu'à l'inverse, il y a un je ne sais quoi qui porte malheur au gouvernement qui le néglige. Donc, il est capable aussi à un moment de se retirer. Quand, par exemple, Napoléon s'enferre dans cette guerre d'Espagne qui est sans issue et il le sait, eh bien, il est très heureux finalement de prendre ses distances. Donc, c'est un homme d'État, en fait. Mais il a sauvé la France. Congrès de Vienne, si la France n'a pas été dépecée. Et on en arrive à la conclusion de votre livre que finalement, heureusement qu'il y a des girouettes par moment. Parce que les gens droits dans leurs bottes, vous donniez l'exemple de Napoléon en Espagne, ils vont au casse-pipe par moment. Alors c'est bien d'avoir des principes, mais non, je sais pas qu'est-ce que vous en pensez. C'est très compliqué. La politique est compliquée et pour moi, la leçon que j'en retiendrai en tant qu'historien, c'est que l'histoire est plus intelligente que nous. C'est-à-dire qu'on n'anticipe jamais les retournements, les vrais retournements, pas les retournements de veste, les retournements historiques. Et il y a des gens qui, plein de bonne volonté ou plein de grands principes, vont effectivement aller dans le mur et des gens plus habiles qui vont étonner leurs contemporains. Voilà, Bruno Fuligny, L'art de retourner sa veste aux éditions La Librairie Vuibert. Alors vous ne parlez pas de Nicolas Sarkozy ou d'Alain Juppé qui rentreraient à merveille, ça dépend des camps, dans votre livre parce que vous êtes haut fonctionnaire et que vous êtes tenu à un devoir de réserve. Et puis en revanche, je cite que vous publiez également ce petit dictionnaire des injures politiques aux éditions de l'éditeur. Il y en a plein, il y a par exemple un gay qui vote à droite, c'est comme une dinde qui vote pour Noël. Ça c'est...
Jean-Luc Romero. Voilà, donc plein de petites injures politiques dans ce livre. Merci beaucoup Bruno Fulini. Vous restez avec nous tout de suite, c'est dans l'air.